Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à l'émission Face à Arthur. Aujourd'hui, en face de moi, Guillaume, journaliste, analyste politique et chercheur. Aujourd'hui, avec lui, nous allons aborder le sujet qui concerne l'orientation académique en RDC. Faut-il repenser le choix de filière des jeunes en République démocratique du Congo? Je crois que c'est la problématique que nous allons aborder au cours de cette émission. Bonjour, monsieur Guillaume. Bonjour, cher Trésor. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Le réel plaisir est vraiment partagé. D'abord, c'est par le fait que vous avez eu à penser à moi, personnellement. Et le sujet choisi par vous, c'est un sujet qui s'avère très pertinent, un sujet qui demande à ce que le téléspectateur, les amoureux de Face à Arthur, puissent vraiment prendre en compte tout ce que nous allons dire, parce que nous ne venons pas là pour pouvoir parler de notre vie ou dire des histoires de la manière dont nous les pensons, mais nous venons dire les choses conformément aux principes, n'est-ce pas, scientifiques, en faisant référence aux dogmes et pratiques qui respectent la scientificité. Merci. Dès l'entame, nous constatons dans notre société que beaucoup de jeunes choisissent de faire l'université parce que tout le monde fait l'université. Je ne sais pas comment vous comprenez cette tendance, surtout pour de jeunes qui partent à l'université sans projet. Cher Trésor, ta question va me pousser à dire plusieurs choses, mais de manière orientée. D'abord, il est ici à préciser aux téléspectateurs que l'université n'est pas prohibée ou interdite à qui que ce soit. Mais aussi, l'université n'est pas indispensable à tous. Ce qui renvoie à dire que ça dépend de tout un chacun, de par son choix, de par son désir, d'aller à l'université ou de ne pas aller à l'université. Mais il est aussi question de l'orientation sociétale. Alors, l'envie de faire le choix ou l'envie de se rendre à l'université peut se définir de diverses manières. Mais je m'en vais relever un fait. Comme je venais de le dire tantôt, tout le monde est libre d'aller ou de ne pas aller. Mais qui est censé aller à l'université? C'est là où repose le problème. C'est toute personne qui a un projet. Et au-delà du projet, c'est toute personne qui se sent capable de pouvoir affronter l'université et en sortir avec quelque chose. Contrairement à la personne qui n'a pas le projet mais aussi qui n'a pas la capacité d'affronter l'université, mais qui, au nom de l'influence, au nom de l'environnement, il s'est dit, Trésor s'est rendu à l'université ou Trésor ira à l'université, alors je dois aussi aller à l'université. Sans pour autant avoir un projet. Les projets, c'est quoi? Les projets, déjà, ne se définissent pas aussitôt décrocher un diplôme. Non, les projets, on y travaille durant tout son cursus. Okay. De cycle primaire, secondaire, jusqu'à l'obtention. Mais qu'est-ce qu'on peut comprendre par avoir la capacité d'entrer à l'université? Qu'est-ce que ça veut dire pratiquement? Ok, voilà. Je pense que l'université, bien qu'elle soit ouverte à tous, mais l'université, c'est elle qui prépare une élite. C'est-à-dire, à l'université, au nom en même, plutôt l'université permet à faire sortir des gens
qui sont capables ou qui seront à mesure de pouvoir, n'est-ce pas, s'en saisir aux problèmes de la société, c'est-à-dire de chercheurs, des gens couverts de grandes connaissances. Mais la capacité, tout un chacun, c'est mesurer son quotient intellectuel. La capacité, c'est défini par les quotients intellectuels. Parce que c'est pas tout le monde qui est en mesure d'embrasser la filière de médecine, maths physique, droit et que sais-je encore. Donc, ceux qui n'ont pas la capacité de se reconnaître pour choisir une filière X ou Y, ne sont pas appelés à la université ou comment? Donc voilà. Mais maintenant là, je reviens pour pouvoir aussi soulever un point très important. Parce que déjà, l'adulte que tu es devenu aujourd'hui, c'est défini par l'enfance que tu as été formé par tes parents. C'est-à-dire, l'homme que je suis aujourd'hui, c'est cet homme caricaturé par mon enfance. C'est ainsi que Sigmund Freud dit ce qui suit. L'enfant est un parent de l'homme. C'est-à-dire, ce que tu es, ça s'est défini par l'enfance qui a été forgée par tes parents. Mais maintenant, je reviens. Il y a un écart entre le désir et les besoins. Mais chaque enfant exprime un désir. Mais le désir, c'est le désir naît de l'imaginaire, du sensationnel. Mais les besoins naît de l'existentiel de la vie. Expliquez un peu. Voilà. Vous avez le désir, tout enfant exprime un désir. Le désir de devenir grand. Mais on ne devient pas grand par l'imaginaire. On devient grand en y travaillant dessus. Mais maintenant, le besoin, comme je venais de le dire, le besoin naît de l'existentiel de la vie. C'est-à-dire, je suis là, en diplôme d'État, je connais ce que je représente sur le plan intellectuel. Mon besoin est de devenir médecin. N'est-ce pas? Donc, j'y travaille sur mon besoin tout en engageant mes capacités afin d'aboutir à cette fin. Mais maintenant, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est qu'au-delà du désir qu'exprime l'enfant, parce que tout enfant est animé par le désir, ok? Mais le parent joue un rôle primordial pour pouvoir, n'est-ce pas, comprendre si, d'après ce que l'enfant présente comme étant capacité crânienne, et les désirs qu'il exprime, est-ce que ça corrobore? Question de pouvoir orienter l'enfant. Ok? Parce que ces derniers, sans une orientation, peut se retrouver dans une erreur qu'il pourra regretter toute la vie. C'est ainsi, je reviens maintenant pour ce que j'étais en train de dire. Pour quelqu'un qui a eu un projet, ok, sur ses études universitaires, c'est qu'il sait ce dont tu as besoin. Okay. Mais pour celui qui a embrassé quelque chose par influence de l'environnement ou l'influence de ses collaborateurs, de ses amis, je ne sais pas moi, il se voit faire quelque chose dont il n'est pas en mesure, dont il ne recèle pas, comment on appelle, la capacité ou les capacités, et à la fin, c'est cette dernière personne qui se verra dans une situation difficile parce que ça n'a pas été travaillé à la base. Ça a été embrassé d'une manière précipitée. Là, je comprends que la responsabilité compte et l'enfant lui-même et les parents, mais le problème, c'est que
les parents dans nos sociétés actuelles, on doit se le dire, sont très occupés. Ils ont beaucoup de responsabilités, ils ont de charges auxquelles ils doivent répondre, mais les temps vraiment de s'investir à suivre un enfant pour comprendre ses aptitudes, ses capacités, ainsi de suite, généralement, ils n'en ont pas. Donc, devrons-nous dire que déjà, c'est parti perdant ou comment? Cher Trésor, ta question de relance, elle est tellement bonne. Mais il faudrait ici que le téléspectateur comprenne. Au-delà des occupations que les parents peuvent avoir, mais les parents ont aussi une part de responsabilité de veiller sur leurs enfants. C'est ainsi que j'étais en train de te dire. Parce qu'un parent responsable a peur de voir son fils échouer. Un parent responsable veille sur ses enfants. Il doit y avoir une interaction sociologique, physique et psychologique. C'est-à-dire, un parent qui a besoin de voir ses enfants s'épanouir, ses enfants réussir plutôt, il ne peut pas en aucun cas ne pas réserver ne serait-ce que 10 minutes pour savoir interagir avec son enfant, pour arriver à cerner le besoin de son enfant, pour pouvoir comprendre quel est le niveau qu'a son enfant, quelles sont les capacités que recèle son enfant et comment arriver à orienter cet enfant. Si vous dites ce que vous dites, ça c'est la réalité, nous en savons. Mais écoutez, aucun parent au monde ne peut rester 24 heures sur 24 au bureau. Parce que les heures du travail sont bien définies dans le code du travail congolais. C'est-à-dire, il doit y avoir aussi un temps réservé à interagir ou à communiquer avec les enfants. Quand il n'y a pas communication, on ne saura pas comprendre si son enfant est intelligent ou pas. Quand il n'y a pas interaction, on ne saura pas comprendre si cet enfant est censé faire le métier ou il faudrait l'envoyer à l'université. Parce que voilà pourquoi je t'ai bien dit que d'abord, comme le dit Sigmund Freud, que l'enfant est le parent de l'homme, c'est-à-dire l'enfant ne devient que ce que ses parents ont voulu qu'il soit. Et au moment, comment l'enfant deviendra ce que les parents ont voulu qu'il soit, du moment où les parents n'ont jamais réservé de leur temps à échanger avec les enfants, à interroger les enfants, à mesurer la capacité crânienne de leurs enfants. Donc, il est ici question de comprendre que, au-delà du désir exprimé par l'enfant, il y a aussi les besoins du parent qui veut voir son enfant réussir dans tel profil. Vous avez parlé de besoins de parents, mais il faut savoir aussi que la société a aussi ses besoins. Là, je parle de notre nation. Par rapport à l'orientation dont nous sommes en train d'aborder, est-ce que le parent, dans leur orientation, devrait-il prendre en compte le besoin du développement de notre pays? Parce que nous le savons tous que la RDC est un pays riche en sol et sous-sol, on a des potentiels agricoles, ainsi de suite. Donc, ça demande une main-d'œuvre plutôt qu'on n'a pas. Et je ne sais pas, dans l'orientation, est-ce que les parents devraient seulement s'atteler sur ce qu'ils veulent que les enfants deviennent ou bien prendre en compte le besoin de la société, en l'occurrence de notre nation congolaise? En tout cas, c'est une belle question, une très belle question. Cher Trésor, tout ce que l'homme est censé faire, l'homme doit se référer à la réalité sociétale. C'est-à-dire quoi? Nous avons une société qui est confrontée à des mondes réalités que vous connaissez du moment, d'autant plus que vous êtes journaliste. La société congolaise, aujourd'hui, il ne faudrait pas que l'on se vale la face. C'est pas une société d'opportunité. Ça, il faut se le dire. C'est une société qui est frappée par le chômage accru, dont le travail n'existe
quasi pas. En tout cas, le travail n'existe pas. Le chômage est accru. Mais maintenant, quand vous dites il faudrait se référer à la réalité, oui, de la société, c'est une chose. Mais maintenant, en se référant à la réalité de la société, vous verrez que ce qui est pratique aujourd'hui, c'est faire le métier. Voyez-vous? Donc, dans le carcan de parents, dans l'imaginaire de chaque parent, veut voir son fils, sa fille, être une élite. Voyez-vous? À cela, le parent préfère envoyer leurs enfants, parce que la quasi-totalité de parents préfèrent envoyer leurs enfants faire la médecine, faire le droit, faire l'architecture, faire autre chose. Aujourd'hui, d'ailleurs, vous verrez que les gens se jettent par panoplie dans la communication, entre guillemets. Pour eux, c'est la filière qui semblerait être facile. Donc, je considère c'est un fourre-tout, d'après leur entendement. Mais aucun parent ne désirera envoyer son enfant à l'UNPP pour faire l'agistage, qui est le métier. Vous comprenez? Là, nous sommes dans la profession. Donc, aucun parent ne veut envoyer son enfant dans l'insertion professionnelle. Parce que l'insertion professionnelle, on t'adapte face à la réalité, face à ce que la société présente comme opportunité. Vous voyez, non? Donc, on te donne un métier qui te fait autonome, au point que tu ne seras pas commandeur, ok? Et au point que tu seras quelqu'un en même de pouvoir seul affronter la vie et en gagner dans la mesure du possible. Tout dépend de ton engagement, de ton abnégation, parce que voilà, parce que la réussite, l'échec, c'est entre les mains de tout un chacun. Mais aussi, l'université déjà, qui forme l'élite, l'université forme l'élite capable de pouvoir vendre l'idée à ceux qui en ont besoin. Mais maintenant, qui est en mesure de vendre l'idée à ceux qui en ont besoin? Rien que celui qui a su bien accumuler la matière et qui sera en mesure de mettre en pratique ce dont l'université lui a vendu. Voyez-vous? Il y a une nuance. C'est que le problème repose au point où le parent juge ou considère certains métiers des métiers inutiles au détriment de ce dont il considère le métier noble. Parce que quand un enfant fait plutôt le droit, pour son père, c'est de la fierté. Et il vous dit, même quand il est en échange avec ses amis, mon enfant fait le droit au campus, à l'UPC, à l'UPN, à l'ULK. Ok? Mais le papa ne se pose pas la question, est-ce qu'au sortir de son enfant, de l'université, ok? De l'université XY, selon que cité ici, seras-tu la mesure d'être un bon avocat? Parce que le problème n'est pas de faire le droit, mais le problème c'est d'être en mesure de défendre ce dont vous avez à étudier. Parce que le diplôme n'est qu'une présomption de connaissances. Vous pouvez avoir un diplôme, mais vous n'êtes pas en mesure de valoriser, de mettre en valeur les diplômes. Aujourd'hui, ce que vous faites, Monsieur Trésor, c'est vous mettez en valeur les diplômes des études que vous avez faites. Voyez-vous? Donc, c'est pour dire quoi? La réalité est là. La réalité telle que, et allez-y comprendre, c'est chaque année que la RDC met sur le marché de l'emploi plus de 100 000 diplômes, ok? Plus de 100 000 diplômes sont mis sur le marché de l'emploi chaque année. Voyez-vous? Et maintenant, ces gens-là, la plupart, vous savez comment ils finissent. Il y a ceux
qui finissent par faire de cabine. Pourquoi? Parce que ce monsieur a fait le droit et non par et non par le capacité qu'il représentait, mais parce qu'il a été influencé. C'est parce que son père a voulu qu'il fasse le droit, parce que sa mère a voulu qu'il fasse le droit, parce que la famille a voulu qu'il fasse le droit, mais on n'a pas tenu compte de ses capacités crâniennes, de son niveau, ok, de son conscient intellectuel. Donc voilà, tous ces éléments-là, en les prenant en compte, en les considérant, les parents sauront dissocier les choses et sauront plutôt bien orienter leurs enfants en disant, en voyant mon enfant ici, je pense que il serait mieux, en lieu et place de jeter l'argent, ou soit d'investir une grande somme dans ses études universitaires qui prendront 5 ans, il est raisonnable de l'envoyer, ok? De l'envoyer à l'INPP, faire le métier, de l'insérer dans un centre professionnel pour l'insertion professionnelle, l'aider à avoir un métier qui va le faire autonome, indépendant et qui va le permettre à pouvoir, n'est-ce pas, affronter la vie d'après ce qu'il sera en mesure de faire. Parce que vous savez, quand vous êtes dans le système anglo-saxon, on vous demande qu'est-ce que vous savez faire, ok? On ne vous dit pas d'ériger, n'est-ce pas, le CV et machin, faire la lettre de motivation. Non. Dans le système anglais, qu'est-ce que tu es en mesure de faire? Ah, ok, tu as fait la communication. Ok, présente, nous avons besoin d'un plan de communication pour la promotion d'un produit XY. Donc voilà. Je voulais demander un peu, à votre avis, la RDC a-t-elle besoin de plus d'universitaires, de scientifiques ou de techniciens qualifiés? Le cas de notre pays, il ne faudrait pas que l'on se vale la face. La RDC a une panoplie de scientifiques. Mais dites-moi, qu'est-ce qu'ils font? Si ce pays est en train de sombrer, c'est parce que ces scientifiques ne sont pas en même de pouvoir donner ce dont le pays attend d'eux. La RDC a besoin de techniciens. La RDC n'a pas besoin, au stade où nous en sommes, de gens qui peuvent ramener une multitude de théorèmes, mais la RDC a besoin de techniciens, de gens qui peuvent aider, n'est-ce pas, dans le secteur agricole, les gens qui peuvent aider dans le secteur minier, les gens qui peuvent aider dans le secteur environnemental, les gens. Donc, la RDC a besoin de techniciens en lieu et place de scientifiques que nous avons déjà par milliers, mais qui malheureusement n'aident pas ce pays à avancer. Donc, le problème n'est pas d'envoyer les enfants à l'université, ça c'est pas le problème, parce que cela relève du choix de tout un chacun d'envoyer ou de ne pas envoyer. Mais le problème c'est que est-ce que la personne qui va à l'université est à même d'affronter l'université et d'en sortir avec quelque chose? Mais si cela n'est pas le cas, voyez votre enfant, envoyez-les plutôt dans un centre de formation à l'INPP, il y en a autant aujourd'hui, il y en a plein, et faire quelque chose de pragmatique qui doit faire de lui indépendant pour savoir affronter, n'est-ce pas, sa vie. Mais dans ces cas-là, que peut faire l'État congolais pour aider les étudiants dans l'orientation de choix de filière? Et déjà, il faut comprendre, cher Trésor, que l'État a un grand rôle à jouer dans tout ce que nous avons eu à dire. Parce que l'État, d'abord, c'est quoi et c'est qui? C'est l'État qui organise la société. On ne parle pas de l'État parce que c'est un vocable qu'il faut utiliser. L'État, c'est l'organisateur de la société. C'est l'État qui définit tout. Vous voyez? Donc, ici, il est grand temps. Parce qu'on vous parle de réformes. Nous en avons connu. Il y a eu les États généraux
de l'ESU à Lubumbashi, lesquels les États généraux ont accouché à la naissance du système LMD. Oui. Voyez-vous? Oui. Mais aujourd'hui, il faut se poser la question. Le système LMD, est-ce que c'est ce qu'il fallait à la République démocratique du Congo pour la réforme de son système éducatif? Ça, c'est la question qu'on doit se poser. On doit se poser cette question après évaluation, parce que cela fera aujourd'hui 3 à 4 ans, ok, si j'ai une bonne mémoire, depuis que ce système est en place. Mais on décrit beaucoup de défaillances avec ce système. Un système qui demande à ce que l'étudiant soit quelqu'un qui engage l'auto-apprentissage. Mais allez-y comprendre, le système mis en place, quelles sont les dispositions que l'État congolais, ok, dans son élaboration de cette réforme, ok, quel est le système qu'il a eu à mettre en place pour accompagner cette réforme? Donc, on doit revenir à l'ancien système? Non, donc voilà, allons-y. Parce que la question devait être posée à ce niveau-là. Le système, les réformes ont été faites, le système LMD a été installé et il est en pratique, n'est-ce pas? Mais maintenant, ce système est accompagné comment? Parce que un système qui demande l'auto-apprentissage, il doit y avoir les outils d'accompagnement. Mais les problèmes se posent aussi au niveau des outils d'accompagnement. Vous avez des universités dans ces pays, dans cette ville, qui se voit être la capitale de la République démocratique du Congo. Une université qui manque de bibliothèques. Je parle de bibliothèques en dur et bibliothèques numériques. Vous comprenez? Alors que le système LMD voudrait assez que l'étudiant puisse seulement se servir du Caneva. C'est-à-dire, par le Caneva, les téléspectateurs doivent comprendre, c'est-à-dire, c'est un plan du cours. On vous donne le plan du cours et l'étudiant doit aller, ok, faire de recherches et venir faire des échanges, des entrechocs avec le professeur autour de ce dont on leur avait demandé à faire. Mais c'est le cas. Aujourd'hui, c'est un étudiant qui ne sait même pas comment on amorce une recherche sur Internet ou une recherche dans une bibliothèque. Vous avez les étudiants qui te font 3 ans aujourd'hui avec le système LMD pour décrocher leur diplôme de licence, mais ce dernier n'a jamais été dans une bibliothèque, ne sait même pas comment on demande un livre dans une bibliothèque. Et ce sont ces gens-là que l'on attend, n'est-ce pas, changer la société. Non. Donc, l'État a une responsabilité. La responsabilité de l'État, c'est quoi? La responsabilité de l'État, c'est de pouvoir assainir le système éducatif, de pouvoir, n'est-ce pas, mettre des outils adéquats pour favoriser une éducation de qualité. Parce que le problème n'est pas d'étudier. Le problème, c'est que, est-ce que l'éducation est une éducation de qualité? Est-ce que l'enseignement est un enseignement de qualité? Est-ce que les endroits qui accueillent, n'est-ce pas, ces étudiants pour leur formation sont-elles, sont-ils adaptés aux normes requises? Toutes ces questions devraient être posées et l'État devait prendre en compte toutes ces questions pour pouvoir arriver à mettre en place ce qu'il faut pour favoriser la formation d'une élite capable à affronter le problème qui assaille la société congolaise. Mais à côté de l'université, mais aussi pour ce qui est de centres de formation professionnels et que sais-je moi, l'État doit aussi des outils nécessaires
pour pouvoir favoriser une bonne formation professionnelle. Mais aussi à ces centres-là qui seraient privés, l'État doit avoir un œil en exigeant à ce que le propriétaire de ces centres-là puisse se doter des outils nécessaires afin que nous aboutissions plutôt à une formation nécessaire, une formation qu'il faut pour des professionnels qui vont pouvoir servir l'État dans tout ce que l'État congolais présente ou la société congolaise présente comme des difficultés et problèmes dans différents secteurs. Nous n'avons plus assez de temps, mais j'aurais voulu, avant que nous puissions chuter, vous puissiez un peu nous aider, parce que la tendance est là. En fait, les jeunes choisissent le filière sans tenir compte du besoin de la société, de la nation, voire même des parents, comme vous l'avez évoqué tantôt. Maintenant, est-ce que nous devons plus espérer du développement dans notre pays à cause de cette réalité? Non, mais écoutez, rien n'est tard pour mieux faire, dit-on. Donc, c'est à l'État congolais de prendre en compte et aussi aux universités d'être sérieuses, parce qu'il y a aussi la question des universités. Les universités congolaises, la quasi-totalité de celles-ci ne sont pas sérieuses. Aujourd'hui, vous avez des universités qui naissent comme des champignons. Mais avec quel enseignant? Avec quel corps professoral? Ça, c'est aussi une question. Et aussi, revenons sur la question, parce que vous parlez du choix de filière qui s'est fait de manière délibérée. OK? Mais dis-moi, le test de recrutement, c'est un test fantaisiste. Dis-moi, ces tests-là servent à quoi? Tu as déjà vu quelqu'un échouer à ces tests-là? Et tous ces gens qui réussissent à ces tests-là, la plupart donnent de l'argent. La plupart sont accompagnés. Nous avons été étudiants. Nous savons comment les choses se font et comment les choses se passent. Donc, les universités aussi favorisent, n'est-ce pas, ce dont nous décrions. Les universités favorisent, dis-moi aujourd'hui, tu as été étudiant. Les gens qui font des distinctions à l'université, quand vous les cherchez sur le marché de l'emploi, ils ne sont pas là. Pourquoi? Ces gens-là ont obtenu des distinctions au nom du favoritisme, au nom d'un certain accompagnement d'un vieux, d'un oncle, d'un grand-père. Je crois que nous avons donc voilà, toutes ces réalités font à ce que les gens n'arrivent pas, ou le Congo n'arrive pas à avoir le lit qu'elle devait avoir. J'aimerais dans une minute que vous puissiez adresser un dernier message à ceux qui nous suivent, surtout de jeunes qui sont en train de nouveaux diplômés, qui cherchent quelle filière embrasser. Donc, si vous avez un message pour ceux-là. Je pense que c'est en scientifique que je m'adresse aux parents particulièrement et aux jeunes. Aux parents, je dirais, aujourd'hui, le problème n'est pas d'envoyer votre enfant à l'université, mais vous l'envoyez pour quelle fin? Avez-vous mesuré le niveau que présente, la capacité que présente votre enfant? Cela devait être la question principale que tout un parent devait prendre en compte. Aux jeunes, il n'est pas, et bon, je dirais aux jeunes, il n'est pas un plaisir de se dire je vais à l'université, j'irai à l'UNIKIN, j'irai à l'UPEN, j'irai à l'UCC, parce que j'ai vu mon ami y aller. Parce que mon ami m'a dit qu'il sera là. Mais il est question de vous interroger, est-ce que je suis fait pour l'université? Est-ce que j'ai la capacité d'affronter l'université? Si vous vous posez ces questions-là, vous n'allez pas embrasser le filière par sentiment, par sensation, par émotion, pour que à la fin, parce que beaucoup aujourd'hui se posent la question, pourquoi j'avais fait la communication? Parce qu'il ne sait pas ce qu'il peut faire dans la société. Alors que la communication, c'est un fourre-tout. Avec la communication, vous pouvez tout faire. Mais comment arriver à tout faire si vous n'avez pas maîtrisé
le paradigme, vous n'avez pas maîtrisé les théories, vous n'avez pas maîtrisé les dogmes, vous n'avez pas maîtrisé le méandre de la communication. Donc, ne faites pas un choix parce qu'on vous a incité de le faire. N'allez pas à l'université parce que votre papa veut à ce que vous y allez, mais faites un choix qui relève de votre introspection. Vous vous dites, je suis en mesure d'aller à l'université, vous y allez. Je ne suis pas en mesure, vous arrêtez. Cela sera une solution à ce que vous n'arrivez pas à commettre de fautes ou soit à regretter du choix que vous allez faire. Merci beaucoup, Guillouma. Merci. Merci à tous ceux qui nous ont suivis. Je crois que c'est par là que nous allons mettre un terme à notre mission d'aujourd'hui. Merci à Richard Kapuku et Salomon Moutamba pour la réalisation. On se retrouve prochainement pour un nouveau numéro.